Jean-Michel Blanquer, merci d'être notre invité ce matin. On va parler naturellement du bac, beaucoup tous les deux ce matin. Mais dans quelles conditions sanitaires vont se dérouler les épreuves qui débutent jeudi? Qu'avez-vous mis en place pour éviter les contaminations d'une population qui n'est pas vaccinée? Alors, les conditions sanitaires ressemblent à ce qui a été fait pendant l'année au titre de l'organisation des cours. Il y a maintenant des réflexes professionnels, des habitudes qui sont prises, notamment sur la distanciation entre les tables de 2 mètres, bien entendu le port du masque et l'ensemble des gestes barrières, le brassage de l'air, le nettoyage avant la session d'examen, etc. Donc tous ces éléments-là sont organisés pour jeudi prochain et donc il n'y a pas de problème particulier. Ça ne complique pas l'épreuve? Non, pas spécialement, d'autant plus que nous avons moins d'épreuves que d'habitude et donc nous avons plus de possibilités d'organisation. Alors la nouveauté cette année, Jean-Michel Blanquer, c'est le grand oral. Beaucoup doivent y penser ce matin en vous regardant, qui représente avec l'épreuve de philo 18% de la note finale. Maîtrise de l'oralité, vous le savez, ça marque une grande différence en raison du niveau social, du lycée dans lequel on a enseigné. On va juger la forme. Bien sûr, on juge la capacité à s'exprimer et bien entendu, on juge aussi le fond, ça va de soi. Je rappelle que le grand oral porte sur les 2 enseignements de spécialité que l'on a choisis et donc sur les points forts, sur les passions que l'on a. Vous avez dit il y a un instant en introduction, certains se demandent si le baccalauréat est en voie de disparition. C'est tout le contraire. Ce qui est en train de se passer, c'est le renforcement du baccalauréat. Alors bien sûr, cette année, c'est une année Covid avec les difficultés que l'on connaît. Mais si on fait abstraction de ça, pour le reste, c'est au contraire un renforcement. C'est la première fois qu'on a une génération qui va passer l'épreuve Rennes, ce grand oral, sur la base de ses points forts. C'est la première fois qu'on a une génération qui n'a pas choisi des couloirs standardisés, mais qui a pu, encore une fois, choisir des domaines d'approfondissement qui lui permettent de mieux préparer l'avenir. Puisque tout ce qu'on fait a un objectif fondamental, c'est de préparer l'avenir. C'est pas juste d'avoir un parchemin. C'est donc la phrase qui résume tout, c'est en préparant le baccalauréat, on prépare ce qui fait réussir après le baccalauréat. Et le grand oral, c'est l'exemple absolu de ça. Mais est-ce que vous avez vous avez appelé une grande indulgence pour cette première version? Encore une fois, ce qu'on entend beaucoup, notamment porté par les syndicats, c'est de dire que c'est une épreuve où vraiment les différences sociales vont se voir. Non, mais on a dit ça certains ont dit ça dès la conception de la réforme, mais c'est tout le contraire là aussi. C'est-à-dire que s'exprimer à l'oral, faire ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est quelque chose que vous avez à faire en permanence dans la vie, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pour convaincre, pour argumenter, pour être rationnel, autrement dit, ce dont on a besoin fondamentalement. Qu'il y ait parfois des différences sociales liées notamment à votre famille, c'est évident sur ce sujet, mais c'est justement le but de l'école que de compenser ça. Soit on ne fait rien, et en fait, cette différence-là, elle continuera à exister tout le temps, soit au contraire, tout au long de la scolarité, on se prépare à ça, et on vient compenser ce que la vie familiale, parfois, ne vous a pas apporté. Donc c'est extrêmement important, et c'est pour ça que jusqu'à l'épreuve, les élèves se préparent à cela, et font déjà des progrès là-dessus, parce qu'ils se mettent à prendre conscience de certaines choses. Et voilà. Quel conseil vous donneriez à un lycéen qui redoute cette épreuve? Parce qu'il la redoute, cette épreuve. Le stress, il est moins sur l'épreuve de philo dont on va parler que sur ce grand oral. Je pense que d'abord, qu'il y ait un peu de stress, c'est un peu normal. Et comme un acteur qui va jouer au théâtre, vous êtes meilleur si vous avez un peu de trac. Donc il ne faut pas avoir du stress sur le stress. Il faut juste avoir un peu de trac, c'est normal. Mais surtout, effectivement, conquérir de la confiance en soi en s'entraînant. Et à force de parce qu'il n'y a pas de piège. C'est quand même des questions d'approfondissement très intéressantes. Là aussi, avant, il y avait ce qu'on appelait le bachotage, qui venait du mot baccalauréat, qui signifiait qu'on apprenait par cœur des tas de choses un peu superficiellement. Là, c'est tout à fait différent. C'est 2 questions. J'invite chacun d'ailleurs à regarder le genre de questions que les élèves vont soutenir. C'est des choses très approfondies, très intéressantes, ce sera intéressantes pour les jurys eux-mêmes d'ailleurs. Et c'est donc des choses qui vont permettre aux élèves de s'extravertir. Vous étiez bon à l'oral? J'étais correct, je pense. Je savais parler, mais il fallait que je m'entraîne comme tout le monde. Est-ce que vous attendez un taux de réussite de 96% comme l'an dernier, Jean-Michel Blanquer, à ce bac? Vous savez, on ne régule pas, contrairement à ce que disent certains, le taux de réussite comme ça dans mon bureau en disant tiens, cette année ça va être 96%. Pas du tout. Ce sera ce que ce sera en fonction de ce que feront les élèves. C'est pas un concours, c'est un examen. C'est pas vous avez utilisé le mot indulgence tout à l'heure. C'est pas un mot que j'utilise. Je dis bienveillance. C'est pas la même chose. Bienveillance, ça veut dire que rien n'est fait pour piéger les élèves. Rien. Tout est fait au contraire. C'est normal d'ailleurs pour les amener à la réussite. C'est notre but qu'ils réussissent. Mais pas n'importe comment. D'ailleurs, souvenez-vous que j'ai
résisté à l'idée d'avoir 100% de contrôle continu cette année. Précisément parce que je voulais, pour eux, dans leur intérêt, qu'ils travaillent jusqu'au bout, qu'ils se préparent comme ils sont en train de le faire. Malgré tout, c'est une critique qu'on entend, puisque vous l'avez dit, le contrôle continu sera 82% de la note de l'examen de philo et le grand oral, c'est 18%. Et on peut se poser la question, que vaudra le bac 2021 ? Non, mais le contrôle continu ne signifie pas que ça ne vaut rien. C'est pas du tout le cas. Il y a un avantage au contrôle continu, il y a un avantage au contrôle terminal. Tout l'esprit de la nouvelle réforme, c'est d'avoir et du contrôle continu et du contrôle général. Le taux normal, c'est 40%, 60%. L'année dernière, on a été obligé d'être à 100% à cause du confinement. Cette année, comme il n'y a pas eu de confinement, on a pu maintenir, enfin pas eu de confinement total, on a pu maintenir une part de contrôle général. Je l'ai maintenu contre vents et marées, vous vous en souvenez. Donc maintenant, il y a certes un fort taux de contrôle continu qui quand même couronne le fait d'avoir travaillé en continu toute l'année, ce qui est un point très important. Mais certains n'ont même pas à passer le bac, ils savent qu'ils l'auront grâce à la note de contrôle continu. Certains savent... Non, d'abord, il faut aller aux épreuves. Hein. Quelqu'un qui... De toute façon, je pense que quand vous êtes un très bon élève qui a de très bonnes notes, vous allez aux épreuves quand même. Ils jouent leur mention dans ces cas-là. Et donc, c'est important aussi d'avoir la mention. Et il y a effectivement des élèves qui peuvent être d'autant plus... tranquillisés, et tant mieux, hein. Moi je ne cherche pas à ce que les gens soient inquiets, qu'ils ont bien travaillé pendant l'année, ils ont des notes qui leur permettent, en effet, comme vous le dites, de savoir qu'ils vont très probablement l'avoir. Est-ce que les bacheliers l'ont passé, ont été pénalisés par ce qui s'est passé par la version 2020 du bac ? Non, il y a eu l'année dernière évidemment une version très particulière avec le contrôle continu, on y a été obligé, c'est ce que pratiquement tous les pays du monde ont fait, hein, je le rappelle. Simplement, cette année, contrairement à la plupart des pays du monde, on a réussi à maintenir les établissements ouverts. Donc dans beaucoup de pays, de nouveau, pour la deuxième fois, c'est que du contrôle continu. Nous réussissons à maintenir quelques épreuves terminales et bien entendu ça préfigure ce qui se passera l'an prochain où on devrait retrouver le taux normal. Alors, donc, ne laissons pas l'idée que le baccalauréat se dévalorise se déployer comme ça. En voie de disparition, c'est à la une du Figaro la semaine dernière en disant c'est plus un examen, au fond tout le monde aura le bac et les choses sérieuses commenceront après. C'est du sensationnalisme de décrire cela, c'est l'exact inverse. C'est justement la réforme du bac est faite pour revaloriser le baccalauréat pour les raisons que j'ai dites avant, c'est-à-dire notamment que les élèves, en fait on rehausse le niveau parce que les élèves ont plus approfondi en ayant choisi des matières qui les passionnent davantage. Et ils ont eu plus de choix, ce point-là. Et ils se sont plus préparés au genre de choses qu'ils auront ensuite. L'oral est un exemple, c'est pas le seul. Et donc, au contraire. Et donc, c'est paradoxal d'avoir aujourd'hui ce type de phrase, alors même que, au contraire, c'est une sorte de rebond du baccalauréat qui se réalise. Et quel sera l'avenir de ce bac hors norme en temps de Covid par rapport au projet de réforme du bac plus général que vous aviez entrepris ? Est-ce que si c'est passé ces 2 ans, remet en question les projets que vous aviez sur la réforme du bac ? Non, pas du tout. Au contraire, on voit que la réforme du baccalauréat a permis de traverser la phase Covid, hein, notamment parce qu'il est plus modulaire, donc on a pu s'adapter à la situation. Encore une fois, on va avoir un retour à la normale l'an prochain. Et puis, vous savez, on a un comité de suivi du baccalauréat. Alors, je parle aussi, sachant qu'on parle aussi du baccalauréat professionnel, qui lui a aussi commencé, qui fait l'objet d'ajustements. Et donc, c'est normal de tenir compte de ce qui se passe sur le terrain pour faire évoluer la réforme. Jean-Michel Blanquer, juste une question sur le climat politique ambiant. On a eu la gifle Emmanuel Macron, l'enfarinage de Mélenchon et de M. De Rugy. C'est quoi la suite ? Ben écoutez, on doit évidemment en appeler à la raison. C'est à chaque fois le fait d'individus isolés. C'est dommage parce qu'ils arrivent à, en quelque sorte, capter l'attention par des actions violentes. Et c'est malheureusement le lot de nos sociétés modernes. Si, c'est un climat que créent ces personnes-là et qui est significatif, effectivement, qu'un certain nombre de personnes sont radicalisées en France. C'est pourquoi notre langage lui-même, on retrouve le sujet de l'oral, notre langage lui-même, notre capacité à argumenter, notre capacité à être de vrais démocrates, c'est-à-dire des personnes qui refusent la violence et qui acceptent facilement la confrontation, le fait qu'on n'ait pas les mêmes idées, mais qu'on doit échanger autour de cela. C'est ça la démocratie. Et vous savez, la démocratie, c'est pas quelque chose de donné, c'est pas quelque chose qui est là pour toujours et pour lequel il n'y a rien à faire. C'est la démocratie, ça se cultive, et notamment par l'éducation d'ailleurs, et ça se cultive par le dialogue, le débat. Et donc il faut en appeler au calme et essayer de l'illustrer soi-même. Avec un ton apaisé. Avec un ton apaisé. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, c'est à vous Laurent.